Très bien. Eh bien, on est parti et on est en direct avec un tout nouveau candidat à la présidentielle, c'est officiel, Brut, qui vous emmène donc à la rencontre de chacun des candidats qui se présentent à l'élection. Bonjour Monsieur Asselineau. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein de votre QG. Bonjour. Très grande journée aujourd'hui pour vous. Vous avez vos 500 parrainages et vous l'avez annoncé ce matin suite à cette annonce du Conseil constitutionnel. Absolument, j'ai tenu ce matin, quelques minutes après l'annonce par le Conseil constitutionnel, j'ai tenu une conférence de presse où il y avait d'ailleurs des journaux de toute la presse française et même de la presse internationale pour annoncer effectivement ma candidature. J'avais tenu d'ailleurs à ne pas annoncer officiellement ma candidature auparavant parce que je suis très respectueux des règles, du droit. Auparavant, j'aurais bien entendu, j'aurais pu, comme beaucoup d'autres candidats, annoncer ma candidature, annoncer que j'avais des parrainages, et c'est ça, mais moi, tant que ça n'était pas fait, ça n'était pas fait. Vous avez avancé dans la discrétion, en fait. Oui, parce que, vous savez, quelqu'un m'a demandé pendant de nombreuses semaines et de nombreux mois, est-ce que vous avez vos parrainages? Et je répondais invariablement que je n'en avais aucun et que personne n'en avait, puisque les parrainages officiels sont envoyés par le Conseil constitutionnel. Ils l'ont envoyé aux alentours du 25 février. Donc, auparavant, ce que l'on pouvait collationner, c'était des promesses. Alors, on avait recherché, bien sûr, des promesses pendant plus d'1 an et demi, dont des marcheurs étaient allés rencontrer des maires, puisque notre parti est peu connu et n'avait pratiquement pas accès aux très grands médias du pays. Mais nous n'avions collationné que des promesses de parrainage. Or, encore faut-il que les promesses soient tenues. Il y a toujours un petit peu de déperdition, c'est pour cela que je préférais attendre que... Et vous avez rencontré combien de maires sur... Moi, personnellement, j'en ai rencontré 108. Mais nous avons des... Vous savez, l'UPR, le parti que j'ai créé, est désormais le 4e ou 5e parti en nombre d'adhérents. On est bientôt à 17 000 adhérents, c'est un vrai nombre. Je ne parle pas de M. Macron et de En Marche, paraît-il qu'il a 350 millions d'adhérents. Mais ça, c'est son... Vous ironisez par rapport à Emmanuel Macron, à son nombre d'adhérents? Tout le monde sait que c'est faux. Il suffit de cliquer pour être considéré comme un adhérent. À ce compte-là, nous, on aurait des centaines de millions d'adhérents. Non, moi, je parle des adhérents vrais, c'est-à-dire des adhérents qui payent une cotisation, qui la renouvellent. Eh bien, nous avons 17 000 adhérents, c'est beaucoup. Et parmi ces 17 000 adhérents, nous avons beaucoup de militants, c'est-à-dire des gens qui vont coller des affiches, ou qui vont distribuer des tracts, ou qui tiennent des tables d'information, ou qui sont allés rencontrer des maires. Et au niveau des maires, justement, quelle est leur couleur politique? Parce qu'on sait que des maires UPR, il n'y en a pas forcément. On en a, je crois, 6 maintenant. Donc du coup, pour avoir les 500, comment vous avez pu avoir vos parrainages? Quelle est la couleur politique de ceux qui vous ont parrainé pour cette élection? En général, justement, ils n'en ont pas, parce que vous savez que les gens qui détiennent le pouvoir de parrainage, ce sont les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, conseillers départementaux et les maires. Or, les 4 premières catégories, plus les maires des grandes villes et des villes moyennes, ont tous, ou pratiquement tous, une étiquette politique. Pratiquement tous. Or, ils appartiennent à des partis politiques, en général les Républicains ou le Parti Socialiste, ou parfois le Parti Communiste Français, ou bien le MoDem, l'UDI, ou quelquefois le Front National. Eh bien, tous ces partis politiques exigent de ces personnes qu'elles réservent le parrainage au candidat qui a été choisi par leur parti politique. Soit dit en passant, c'est un détournement de procédure, puisque les parrainages ne sont pas un vote, c'est pas un premier tour, c'est simplement pour sélectionner et pour écarter les candidats fantaisistes. Donc dans ces conditions, quand vous êtes un parti politique comme celui que je préside, qui a 6 maires, on est obligé d'aller rencontrer des maires, on ne va pas voir les maires des grandes villes, ni les députés, ni les sénateurs, ni les conseillers régionaux et conseillers départementaux. Quoi qu'on doit avoir, je crois qu'on a 2 vice-présidents de conseil départemental qui m'ont parrainé. Ce sont des gens courageux. Et c'est un travail de combien de temps, justement, pour avoir ces parrainages? Depuis quand vous avez commencé cette démarche? Ça a commencé, disons, dans le courant du second semestre 2015, doucement. Mais ça a commencé à cette période, et puis plus activement pendant toute l'année 2016. Et nos démarcheurs sont allés voir des milliers de maires de petites communes qui sont, pour répondre à votre question préalable, qui sont très très généralement sans étiquette, connus, et qui ont accueilli cette proposition, l'ont examinée, et se sont dit qu'en fait, eh bien, j'avais le parcours universitaire et l'expérience professionnelle pour participer de façon digne et légitime à l'élection présidentielle. Alors rentrons dans le concret. Vous êtes élu président de la République. Quelles sont les premières actions que vous prenez? Alors il y aura des actions structurelles.
Et puis il y aura des actions de nature symbolique. Parmi les actions structurelles, je l'ai dit et redit, et je le redis, mon programme est fondé sur la volonté de rendre aux Français leur démocratie. Que les Français puissent de nouveau décider quelle est la politique économique, sociale, diplomatique, militaire, éducative, etc. qu'ils souhaitent. Ça s'appelle l'indépendance nationale, ou la souveraineté nationale, ou la souveraineté populaire. Et donc, il faut rendre aux Français leur indépendance nationale. J'ajoute d'ailleurs que c'est une obligation qui est faite au président de la République, puisque l'article 5 de la Constitution précise que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Donc ma première mesure, je l'ai dit, c'est d'entamer le processus de sortie de l'Union européenne et de l'euro. Et pourquoi cela? Pas par xénophobie, pas par racisme, pas par volonté de refermer la France sur elle-même, ou je ne sais quelle fameuse. Regardez par exemple la Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN. Regardez la Norvège, regardez l'Islande, qui ne sont ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro. Ces pays sont-ils refermés du reste du monde? Pas du tout. Est-ce que ce sont des pays gouvernés par des extrémistes? Pas du tout non plus. Donc moi je veux faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro pour que les Français puissent décider librement de leur politique économique et sociale. Donc la première mesure que je prendrai, c'est de convoquer en France, d'inviter en France les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, s'ils veulent bien venir, pour un sommet extraordinaire où je dirais, ben voilà, la France a décidé de sortir de l'Union européenne de façon adulte, calme, juridique, sereine, avec nos partenaires, en appliquant l'article 50 du traité de l'Union européenne qui est fait pour ça. Est-ce qu'on n'a pas peur d'un isolement de la France sur le plan international, ou au contraire, ce serait de la liberté? Et ça c'est une grande libération. Actuellement, la France est liée au reste du monde par, d'après mes calculs, on ne doit pas être loin de la réalité, on est lié au reste du monde par 6686 traités bilatéraux ou multilatéraux. Bon. Les traités européens que je veux dénoncer juridiquement, c'est le traité de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui découle du traité de Lisbonne, plus le traité de l'OTAN du 4 avril 1949 qui crée l'Alliance Atlantique. Je propose donc que la France dénonce juridiquement 3 traités sur 6686. Nous serons toujours membres de l'Organisation des Nations Unies après être sortis de l'Union européenne. Nous serons membres du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la BERD. Par contre, on sort de l'OTAN, c'est ce que vous souhaitez? Oui, nous sortirons de l'OTAN, mais nous serons toujours membres de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, membres de l'UNESCO, membres de l'Organisation mondiale de la santé, membres d'Interpol, membres du traité sur l'espace extra-atmosphérique, du traité sur le droit de la mer, du traité de l'Antarctique. Nous serons membres de la francophonie, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bref. Et nous aurons beaucoup de traités bilatéraux. Il y a actuellement entre la France et l'Allemagne, par exemple, d'après le décompte, 343 traités bilatéraux qui existent. C'est-à-dire qu'il y a des traités qui fixent les frontières, des traités qui prévoient les échanges d'ambassadeurs, des traités pour les relations consulaires, un traité bilatéral sur les échanges d'étudiants, sur les échanges d'œuvres d'art, un traité sur les mariages binationaux, sur les questions d'adoption et de divorce, un traité sur la coopération industrielle. Il y a des quantités de traités bilatéraux qui nous lient à l'Allemagne, 343 je crois, des centaines avec l'Angleterre, des centaines avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec l'Italie, avec le Brésil, le Japon. Bref, il n'y a aucune raison, une fois étant sorti de l'Union européenne, de nous refermer sur soi-même. Est-ce que la Suisse est refermée sur elle-même? Vous savez, cette question que vous posez, vous avez raison, si je peux me permettre de la poser, parce qu'elle trotte dans l'esprit des gens, parce que c'est la propagande qui leur a mis ça dans la tête. Ils avaient fait le même coup au Royaume-Uni. Ils avaient dit, si jamais vous votez pour le Brexit, ça va être l'horreur. Mais qui est à l'origine de cette propagande, selon vous? Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on reste dans l'Union européenne. Il y a des gens qui ont intérêt à appliquer les politiques économiques et sociales qui nous sont imposées par l'Union européenne. Si vous me le permettez, puisqu'on a un petit peu de temps, je voudrais montrer aux gens qui m'écoutent à quelle sauce nous allons être mangés si nous restons dans l'Union européenne. La sauce en question, c'est ça. Il s'agit d'un rapport qui est le rapport... On va montrer à l'image. Le rapport COM 330 2016, du 18 mai 2016, qui fixe ce que doivent être les grandes orientations de politique économique et sociale de la France
au cours des années 2016 et 2017, et ceci en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit d'organiser une convergence des économies des États membres et d'essayer d'assurer la survie de l'euro. Alors, si on regarde ce document, qu'est-ce qu'on y apprend? On y apprend que la France, au cours de l'année 2016 et de l'année 2017, donc quel que soit le président de la République que les Français éliront, sauf si c'est moi, puisque moi je propose de sortir de ça, mais quels que soient les autres, en particulier M. Mélenchon, je ne sais pas s'il va être candidat, il n'a pas encore ses parrainages, mais probablement il va l'être. Madame Le Pen, qui elle est candidate, M. Dupont-Aignan. Parce que Mme Le Pen et M. Dupont-Aignan ont des idées qui peuvent être proches de vous oui, par rapport à l'Union européenne? Sur certains aspects, c'est assez proche. Mais en revanche, il propose de renégocier les traités européens. Il propose d'entrer en négociation. Ça veut dire que s'ils étaient élus à l'Élysée, quand ils s'assieraient dans le bureau du président de la République, derrière le bureau, eh bien, ils entameraient peut-être une procédure de renégociation. Ça n'a rien à voir avec moi, qui entame tout simplement la sortie. Ça veut dire qu'ils vont entrer dans quoi? Dans une procédure qui va durer des années. La Convention sur l'avenir de l'Europe avec M. Giscard d'Estaing avait duré plus de 2 ans. Pour d'ailleurs, c'était la montagne qui accouchait d'une souris. Donc, d'ailleurs, on sait très bien qu'on ne peut pas renégocier les traités européens, sauf sur des points-virgules. Regardez, M. Jospin, en 1997, il avait promis aux Français de renégocier le critère de Maastricht. C'était là-dessus qu'il avait obtenu une majorité à l'Assemblée nationale. Il n'a rien pu renégocier du tout. Il est allé, en période de cohabitation, il est allé avec Jacques Chirac en Allemagne. Il a rencontré le chancelier d'Allemagne, M. Schröder, à l'époque, qui a dit « Nein ». Il ne veut pas. Ben, L'Allemagne ne voulant pas, et comme il faut l'unanimité de tous les États membres pour modifier un traité, eh bien M. Jospin et M. Chirac sont revenus en France, et M. Jospin est passé à la télévision pour dire ben voilà, l'Allemagne ne veut pas. Mais on savait à l'avance. Donc en fait, il avait manipulé l'opinion. M. Hollande a refait le même coup en 2012. En 2012, M. Hollande a dit si je suis élu, je vais renégocier le TSCG. M. Mélenchon avait dit avant le premier tour qu'il fallait absolument renégocier le TSCG, qu'il serait intraitable sur cette question, etc. Et puis, rappelez-vous ce qui s'est passé à l'issue du premier tour en 2012, à 20h37, M. Mélenchon a dit « Je me désiste pour M. Hollande, je ne demande rien ». C'était une défaite, une capitulation en race campagne. Résultat, M. Hollande a été élu président de la République, il n'a même pas fait semblant de renégocier le TSCG. Donc moi, ce que je dis, c'est que Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan et M. Mélenchon lui proposent un plan A, un plan B, je ne sais pas quoi. En fait, ils proposent quelque chose dont ils savent intérieurement que c'est absolument inapplicable. Parce que pour changer les traités, il faut obtenir l'accord unanime de 28 gouvernements, puis de 28 peuples, sous forme pour la ratification, soit par le Parlement, soit par référendum. Ça fait 56 accords unanimes. Donc la seule solution, c'est la sortie? Oui, la seule solution, c'est la sortie, mais je voudrais quand même me permettre de terminer ce que j'avais vous montrer, parce que je voudrais montrer là, aux gens qui vous suivent et qui nous écoutent, je voudrais qu'ils aillent se procurer, c'est sur notre site internet, ils le trouveront, je voudrais qu'ils aillent, ou ils peuvent aller le trouver d'ailleurs sur le site de la Commission européenne, ils y verront que ce qui est demandé, qui est exigé par la Commission européenne pour 2017, c'est la correction du déficit excessif en 2017 au plus tard. Ça veut dire la poursuite de la politique de rigueur. Ça fait 25 ans qu'on poursuit la politique de rigueur avec des résultats d'ailleurs qui sont catastrophiques. Ensuite, il faut réduire le coût du travail, notamment avec les évolutions du salaire minimum qui doit être compatible avec la compétitivité. Que veut dire ce charabia? Ça veut dire qu'il va falloir supprimer le SMIC ou qu'il va falloir baisser le SMIC. C'est-à-dire qu'il faut appauvrir les Français. On continue, réformer le droit du travail pour inciter les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée. Ça veut dire que les CDI, actuellement, vous savez que si vous bénéficiez d'un contrat à durée indéterminée, vous ne pouvez pas être viré du jour au lendemain. Vous avez droit à des préavis, qu'avec plusieurs mois de préavis, vous avez des indemnités. Quand la Commission exige qu'on réforme le droit du travail pour inciter les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée, ça veut dire que ces contrats à durée indéterminée deviendront en fait des contrats précaires, où vous serez embauché a priori sans date limite, mais où vous pourrez être viré du jour au lendemain, à l'américaine, exactement ce qui se passe aux États-Unis. Et l'on poursuit une réforme du système d'assurance chômage afin d'en rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager le retour au travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que viabilité budgétaire, on va diminuer les prestations chômage. Encourager le retour au travail, ça veut dire qu'au bout d'un ou de 2 refus, eh bien, on vous suffrara vos prestations chômage. Et on continue avec également la demande qui est faite d'éliminer les obstacles à l'activité
notamment dans les professions réglementées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va déréglementer toutes les professions. C'est l'ubérisation de la société française. Vous savez, la loi El Khomri, la loi Macron, c'était pas El Khomri ou Macron. En fait, M. Macron ou Mme El Khomri appliquaient tout simplement les directives de ce rapport sur les grandes orientations politiques et économiques. C'est très grave ce qui se passe. Parce que les professions réglementées, vous savez ce que c'est? C'est les avocats, les notaires, les huissiers, les experts comptables, les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les artisans taxis, les experts comptables, j'en passe et d'autres. Eh bien, leur profession déréglementée, ça veut dire que bientôt, ils entreront en concurrence avec des notaires, des médecins, des avocats, qui seront polonais ou roumains, qui pourront venir exercer en France et qui seront payés de façon, qui accepteront des salaires très inférieurs et avec des charges sociales qui seront celles du pays d'origine, les directives des travailleurs détachés. Ça veut dire qu'on va vers l'appauvrissement généralisé de ces professions. J'attire ici l'attention de toutes les personnes qui m'écoutent, parce que parfois vous avez des avocats, des notaires, ces catégories aisées de la population qui étourdiment se disent « je vais voter Macron parce que c'est à la mode ». Mais M. Macron, c'est ça son programme. C'est d'ailleurs le même programme pour M. Fillon, pour M. Hamon. Et puis laissez-moi terminer encore cette revue, puisque le 5e alinéa de ce dossier précise que la France devra baisser l'impôt sur les sociétés et augmenter la TVA. Très concrètement, ça veut donc dire que Madame Dupont, qui est une retraitée, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui est au minimum vieillesse, quand elle ira acheter sa baguette de pain le matin, tous les matins, elle paiera 2-3 centimes de plus de TVA. Mais à l'autre bout de l'échelle, eh bien, l'émir du Qatar, par exemple, qui a 4,9% du capital de Vinci, eh bien, lui, on aura moins d'impôts sur les sociétés, il aura plus de dividendes. Voilà ce que ça veut dire. C'est totalement injuste du point de vue social. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que certains, parmi les gens qui m'écoutent, peuvent considérer qu'ils sont favorables à telle ou telle de ces dispositions. Pourquoi pas? Moi, je n'y suis pas favorable, mais je peux concevoir que certains estiment, par exemple, c'est vrai qu'en matière d'assurance chômage, peut-être parfois des gens tirent un peu sur la corde. Mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas d'accord. Et ce que je trouve scandaleux, c'est que ce ne soit pas les Français qui décident. Ce que je trouve scandaleux, c'est que ni M. Fillon, ni M. Macron, ni M. Hamon, ni M. Mélenchon, ni M. Dupont-Aignan, ni Mme Le Pen d'ailleurs ne disent ce qu'il y a là-dedans et dans les traités européens. Et ce qui est scandaleux, c'est donc que nous avons une élection présidentielle où on élit quelqu'un qui ensuite sera obligé d'appliquer cette politique, que cela nous plaise ou pas. Moi, je dis que l'élection présidentielle ressemble un petit peu, passez-moi cette métaphore. L'élection présidentielle, c'est comme si vous faisiez monter à bord d'un avion des passagers, ils s'assiedent, et puis une fois qu'ils sont assis, on fait défiler dans le couloir central de l'avion, on fait défiler 5 ou 6 ou 7 personnes qui concourent pour être commandant de bord. Alors on va les regarder, tiens, il y a une femme, celui-là est plus âgé, celui-ci est à droite, celui-là est plus à gauche, etc. Et puis on fait voter les passagers pour le commandant de bord. Puis une fois que le commandant de bord est élu, il dit « Mesdames et messieurs, merci ». Nous allons décoller, il entre dans la cabine de pilotage, il ferme la porte derrière lui, et il applique un plan de vol et une destination qui n'a pas été choisie par les passagers. Quand vous prenez l'avion, vous choisissez la destination, me semble-t-il. Vous ne choisissez pas le commandant de bord. Ben là, nous devons choisir la destination, soit dit en passant, pour faire un jeu de mots, c'est le destin de la nation. Nous voulons choisir la destination et non pas le commandant de bord. Donc moi, je souhaite être candidat à l'élection présidentielle. Je pense que j'ai tout à fait des chances très sérieuses, si j'en ai l'occasion au cours des 5 semaines. Parce que vous parlez justement que vous pouvez être la surprise de cette élection présidentielle. Oui, je peux être la surprise, parce que moi, j'explique aux Français ce qui ne va pas. Parce que les Français ne comprennent plus pourquoi ils votent à droite, ils votent à gauche, ils ont toujours la même politique. Et donc vous croyez en vos chances d'être au second tour de cette élection? Absolument. Sérieusement? 50% des Français ne savent plus pour qui voter. Les Français sont complètement désespérés. En fait, la réalité, c'est que les Français ne sont pas satisfaits du choix qu'on leur propose. D'ailleurs, je suis la seule nouvelle tête parmi les candidats pour l'instant, et probablement d'ailleurs la seule nouvelle tête au total. M. Macron, effectivement, n'est plus nouveau, ça c'est le moins qu'on puisse dire. M. Macron, les gens en ont la satiété. Macron. Mais dans le milieu politique, il est plus récent que vous dans sa place, vu que ça fait seulement quelques années qu'il est présent. C'est vrai qu'il a très peu d'expérience. Vous savez, nous appartenons au même corps. Moi, je suis inspecteur général des finances.
Lui, c'est un petit jeune qui a 38 ans, un inspecteur des finances. D'ailleurs, son passage à Bercy a été assez catastrophique, il faut bien le reconnaître. Il a d'ailleurs, avant d'être à Bercy, il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée. Et vous lui trouvez rien de bien à Emmanuel Macron? Ben écoutez, Macron... Il n'y a rien qui vous séduit dans son programme ou dans sa personnalité? Bon, sa personnalité, c'est un artiste de music hall, donc on peut lui reconnaître ça. Mais quand vous avez quelqu'un qui est capable d'aller comme je le disais tout à l'heure, d'aller dans un rassemblement avec des socialistes et de dire « j'ai toujours été, bien sûr que je suis socialiste », et que 2 jours après, il va dans un rassemblement avec des gens de centre et qui dit, ou chez Philippe de Villiers, et il dit « mais bien entendu, je ne suis pas socialiste », moi j'appelle ça quelqu'un qui se moque du monde. Et d'ailleurs, son programme est un programme qui est totalement incohérent. C'est du pur marketing. Un jour, M. Macron dit qu'il va supprimer 120 000 fonctionnaires. Le lendemain, il parle devant des policiers, il dit qu'il va créer 15 000 postes de policiers. Le surlendemain, il parle devant des agents des hôpitaux, il dit qu'il va créer 12 000 postes d'hôpitaux. Donc, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. M. Macron dit tout et n'importe quoi, en espérant que les gens ne vont pas le remarquer. Alors, si on parle justement d'emploi, de postes, le chômage, c'est quand même l'une des préoccupations les plus importantes des Français. Quelles sont les actions que vous voulez proposer dans ce sens-là pour recréer de l'emploi dans notre pays ? Vous avez raison, c'est l'un des problèmes numéro 1 de la société française. Force est de constater que le chômage, quels que soient les présidents de la République, ne cesse de s'accroître depuis maintenant 25 ans. Voilà. C'est que chaque président promet qu'il va lutter contre le chômage et on voit une courbe continuellement croissante avec éventuellement de temps en temps une petite rémission pendant 2-3 mois où le chômage baisse, souvent d'ailleurs parce que on manipule un petit peu les statistiques, on fait entrer des chômeurs de catégorie A dans des stages bidons, donc ça permet de les classer en catégorie D, et on focalise l'attention du public sur les statistiques de catégorie A, tout ça est vieux comme le monde. Donc en fait, ce sont des statistiques pour maquiller le sous-emploi. En France, il y a maintenant un sous-emploi massif, qui n'est pas seulement les chômeurs purs et durs. Et comment on peut faire justement pour enrayer ce chômage ? Laissez-moi terminer. Oui. La force est de constater que depuis 25 ans, ça ne marche pas. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose qui se passe et qui doit être changé. Qu'est-ce qui se passe et qui doit être changé ? Eh bien, moi, je m'explique. J'en reviens toujours aux traités européens et à Maastricht. Les délocalisations industrielles qui font que chaque jour ouvrable, la France a perdu une usine par jour ouvrable. Vous savez de quand date le mot délocalisation dans la langue française ? Il date de 1993. La première délocalisation industrielle, c'est-à-dire une entreprise qui décide, pour bénéficier de salaires et de charges sociales inférieures, d'aller transférer son usine ailleurs, eh bien la première de ces délocalisations est apparue en 1993. C'était l'entreprise Hoover qui fabriquait des aspirateurs à Dijon. Et pourquoi elle a pu faire ça ? Parce qu'il y avait l'entrée en vigueur du traité de Maastricht qui avait été ratifié le 20 septembre 1992, qui est entré en vigueur le 1er septembre 1993. Et selon les critères du traité de Maastricht, eh bien, on ne peut plus contrôler les mouvements de capitaux. Or, quand vous voulez créer une usine à l'autre bout du monde, vous avez besoin de sortir des millions d'euros, des dizaines de millions. À l'époque, c'était des francs, des centaines de millions de francs pour construire une usine. Donc, avant, pourquoi il n'y avait pas de délocalisation ? Parce que la France contrôlait les mouvements de capitaux, aussi bien à la sortie qu'à l'entrée. Nous, en sortant de l'Union européenne, on dénoncera juridiquement les traités, notamment l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit toute restriction aux mouvements de capitaux. On va donc réintroduire un contrôle des mouvements de capitaux, comme c'était le cas du temps de Charles de Gaulle, de Georges Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing et de François Mitterrand jusqu'en 1992. Et donc, qui dit contrôle ne dit pas interdiction, mais dit que nous nous opposerons aux délocalisations industrielles. D'ailleurs, de la même façon, on contrôlera également les capitaux à l'entrée. Ça évitera de voir ce que l'on constate actuellement, c'est-à-dire 1700 hectares de terre dans le Berry rachetés par des fonds d'investissement chinois, c'est-à-dire plus de 120 châteaux dans le Bordelais rachetés par des investisseurs chinois, c'est-à-dire le château de Pommard en Bourgogne racheté par des investisseurs américains, etc., etc. On protégera notre patrimoine national. Ne me dites pas que ce serait antédiluvien, que ce serait contraire au principe de mondialisation. Ah oui, c'est contraire à la mondialisation. Mais il faut savoir que de nos jours, seuls les pays de l'Union européenne, plus les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Japon et la Corée, c'est-à-dire en gros les pays membres de l'OCDE,
ont accepté cette totale liberté de circulation des mouvements de capitaux. Les grands pays du monde qui réussissent, la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud, etc., n'ont pas accepté ce que nous, on nous a forcés à accepter. Pour être extrêmement concret avec vous, l'émir du Qatar peut racheter le Paris Saint-Germain, l'hôtel Martinez à Cannes, l'hôtel Prince de Galles à Paris, mais si vous gagnez au loto ou à l'euro-million 100 millions d'euros, vous ne pourrez pas racheter un hôtel au Qatar. Les Chinois peuvent acheter 1700 hectares de terre dans le Berry. Si vous gagnez énormément d'argent, vous ne pourrez pas, vous, acheter 1700 hectares en Chine. Il y a donc eu une ouverture asymétrique des marchés. Et quand j'explique ça aux Français qui m'écoutent, vous savez, les Français ne sont pas bêtes. Quand on s'adresse à eux avec intelligence, quand on comptable sur leur intelligence, quand on les tire vers le haut, parce que l'élection présidentielle, c'est un sujet fondamental, ben les Français ils comprennent très bien, et ils se disent, mais on s'est fait avoir dans cette histoire. Pourquoi y a-t-il asymétrie de ces ouvertures? Eh bien, en sortant de l'Union européenne, nous rétablirons justement ce contrôle des mouvements de capitaux. D'un seul coup, on va casser les délocalisations. Il n'y en aura plus. C'est-à-dire qu'on va préserver notre emploi industriel. Pour combattre le chômage et pour recréer de l'emploi, en matière agricole, nos agriculteurs sont placés dans une situation, les agricultures familiales, impossible, puisqu'ils sont obligés de respecter le SMIC horaire dans l'agriculture, alors que ça n'est pas respecté dans la plupart des autres pays de l'Union européenne. Donc ils ne sont pas compétitifs. Face à ça, il n'y a que deux solutions. Soit on supprime le SMIC en France. C'est d'ailleurs ce que prévoit ce rapport. C'est ce que ne vous dit pas, mais ce que prépare M. Fillon, M. Macron, tous les gens qui vont, M. Hamon, tous les gens qui veulent rester dans l'Union européenne. Et pour vous, tous les maux de notre société, tout ce qui se passe dans notre pays, c'est focalisé sur la présence de la France dans l'Union européenne. C'est-à-dire que le fait de quitter l'Union européenne, ça permet vraiment... Ça permet, je ne dis pas tout. Cette question, ça me fait penser à quelqu'un qui aurait dit à Charles de Gaulle, alors pour vous, finalement, tous les problèmes viennent de l'occupation allemande. Bon, non. Tous les problèmes en 1940 n'étaient pas de l'occupation allemande, de même qu'à tous les problèmes en France aujourd'hui ne viennent pas tous... Est-ce qu'il semble que c'est le point phare de votre projet? Oui, c'est le point phare parce que ce n'est pas par idéologie, ça n'est pas par... c'est tout simplement parce que je dis la vérité. C'est que moi j'aimerais que quelqu'un m'explique, et j'espère qu'on aura des débats de fond, quelqu'un m'explique comment il peut lutter contre les délocalisations alors qu'on reste dans l'article 63. Vous savez ce que disent des gens comme M. Montebourg ou M. Mélenchon? Ils disent qu'ils vont désobéir au traité. Enfin, c'est invraisemblable. Ça veut dire qu'ils vont piétiner la parole de la France au niveau international, et ça veut dire qu'ils vont piétiner également la Constitution française, puisque le devoir et le pouvoir du président de la République française, c'est d'être le garant du respect des traités. Donc nous, quand je dis qu'il faut sortir de l'Union européenne, j'applique les traités parce que j'applique l'article 50 du traité de l'Union européenne qui prévoit comment on en sort. Je voudrais dire un dernier mot encore sur le chômage. C'est que si nous voulons sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'est aussi en sortant de l'euro pour rétablir la compétitivité externe de l'économie française, qui s'est dégradée par rapport à l'économie allemande, et donc le nouveau franc, j'espère, se dépréciera de l'ordre d'une dizaine de pourcents, ce qui permettra, par rapport à l'euro rémanent, ce qui permettra de rétablir la compétitivité externe de l'économie française. D'un seul coup, nos exportations vont redémarrer. C'est ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni. La livre sterling, depuis le Brexit, a perdu 10% par rapport à l'euro et par rapport au dollar. Le taux de croissance est en plein renouveau. Et comme il y a de la croissance, on embauche. Le chômage diminue à toute allure. Et mieux encore, les investisseurs internationaux, dont on avait dit aux Britanniques, si jamais vous votez pour le Brexit, ils vont s'en aller en courant. C'est le contraire que l'on constate. Au contraire, ils viennent au Royaume-Uni pour bénéficier d'une manœuvre qui est 10% moins chère. Si nous créons le franc, si on les laisse se déprécier de 10 à 15%, alors évidemment on paiera un petit peu plus cher les importations, ça c'est exact, mais nos exportations seront bien meilleur marché. On va donc redynamiser la croissance, redynamiser l'emploi. On va voir des investisseurs internationaux se dire « je vais investir en France parce que la main-d'œuvre y est moins chère ». On va donc voir un retour de croissance, un retour également dans la confiance de son propre pays, parce que l'économie n'est pas une science exacte, l'économie est une science humaine. Les Français vont reprendre confiance dans leur pays, reprendre confiance dans l'avenir, et nous allons voir que la croissance va redémarrer, et avec la croissance, les rentrées fiscales de l'État. Il y a une étude qui a été faite par Jacques Sapir, qui a été publiée à la Fondation Res Publica en France, il y a maintenant 2 ans, et qui montrait qu'avec ce genre de mesures,
le rétablissement du contrôle des changes, un franc nouveau se dépression d'une dizaine de pourcents, on pourrait faire baisser de 1 à 2 millions le nombre de chômeurs de catégorie A. C'est énorme, c'est considérable. Alors, je sais que vous êtes attendu, c'est un peu le marathon médiatique aujourd'hui pour vous. Vous qui dites justement que vous êtes un peu boudé des médias, on a l'impression qu'aujourd'hui ça change. Ah bah oui, aujourd'hui, ça je ne peux plus dire que je suis boudé des médias. J'ai eu plus de médias aujourd'hui que j'en ai eu en 10 ans, c'est pour vous dire. Ce qui prouve d'ailleurs une petite anomalie, me semble-t-il, de sélectivité dans les médias qui parfois, je pense qu'un certain nombre de médias... Parce que vous disiez tout à l'heure, durant votre conférence, qu'il y a un manque de représentativité de l'opinion. Vous parlez notamment, je me souviens, par rapport à l'Union européenne, qu'il n'y avait pas assez de contradicteurs sur une sortie. Écoutez, tous les Français qui ont voté non à la Constitution européenne en 2005, ils étaient quand même majoritaires, ils étaient 55%. Soit dit en passant d'ailleurs, ce vote de 55% a été piétiné. Mais comment on fait justement par rapport sur le côté médiatique? Je ne peux pas me poser une question, il m'a empêché de répondre. Donc, 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne, mais de surcroît, les Français qui avaient voté non, c'était tous beaucoup, s'étaient indignés de constater qu'on avait l'impression que tous les journalistes, lorsqu'ils invitaient des responsables politiques, on avait l'impression qu'ils étaient tous pour le oui. C'est ça qui ne va pas. Les Français, ils ont le sentiment, à tort ou à raison, mais moi je dis à raison, ils ont le sentiment que l'ensemble des journalistes dans les très grands médias du pays, je ne parle pas de vous, mais dans les très grands médias du pays qui sont formatés et qui disent et qui pensent tous la même chose. L'Europe c'est fantastique, si on est con c'est qu'on est à l'extrême droite. Tout ça c'est des mensonges éhontés et moi je ne me laisse jamais intimider. Et comment on fait pour réformer les médias selon ce que vous voulez faire? C'est-à-dire représenter l'opinion comme vous avez envie de le faire, c'est-à-dire que tous les horizons soient par exemple, représentés. Par exemple d'avoir sur les chaînes publiques, d'abord de respecter la loi. La loi, c'est la Constitution qui prévoit qu'il y ait que les partis politiques participent de façon équitable. Mais aussi, il y a les règles du CSA. Les règles du CSA, elles disent qu'il faut y avoir un accès aux médias en fonction d'un certain nombre de critères. Premier critère, le nombre de voix obtenues aux élections précédentes. Alors moi, quand j'ai créé l'UPR, dans les premières années, le CSA me disait « Mais oui, mais vous venez de créer votre parti, vous ne vous êtes jamais présenté, vous avez 0 électeur. » Donc, je disais « Oui, bon, c'est vrai. » Et donc, j'en tirais les conséquences. Donc, nous nous sommes présentés aux élections européennes en 2014, où nous avons obtenu 77 000 électeurs. Et nous sommes européennes, et nous nous sommes présentés aux élections régionales en décembre 2015. Nous avons multiplié par 2,5 le nombre de nos électeurs. On a eu 190 000 électeurs. Bon. À ce moment-là, je suis revenu voir le CSA en disant, voilà, nous avons fait près de 1% des suffrages. Oui, à ce moment-là, c'était encore pas bon. C'est-à-dire que ce qu'il fallait, c'était aussi les critères en fonction du nombre de réunions publiques tenues. Alors là, je ne crains personne. Depuis 10 ans, j'ai dû faire 480 réunions publiques à travers la France. Donc je disais ça. Alors après, ils nous ont dit, oui, mais ça dépend aussi de la capacité à animer Internet. Alors là, je leur ai dit, mais attendez, le site upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français, selon Alexa Ranking. Il y a des statistiques qui disent donc que votre site est le plus... Oui, allez regarder, vous allez sur Alexa Ranking. Ou sinon, allez sur YouTube. Vous allez sur YouTube, la chaîne Union Populaire Républicaine, vous verrez qu'il y a 8 600 000 vues. C'est quand même beaucoup. Vous avez des militants d'ailleurs qui sont très actifs, comment vous expliquez leur... Je termine mon propos. Moi, ce que j'observe, c'est que M. Macron, pour revenir à lui, en nombre de voix, il a 0. Alors des gens me disent « Ah mais oui, mais il n'avait pas son parti. » Ben oui, mais je sais qu'il n'avait pas son parti. Moi, c'était l'objection qu'on m'avait faite en 2003, 2002, quand je voulais être... Excusez-moi, en 2012, pardon, en 2011 et 2012, avant l'élection présidentielle précédente, quand j'étais allé voir le CSA, on m'avait dit « Mais vous n'avez pas de parti, vous avez eu 0 voix, donc vous avez droit à 0. » Et comment se fait-il qu'on ne dise pas la même chose à M. Macron? Votre parti ne s'est pas présenté, il a droit à 0 voix. Maintenant, si l'autre critère du CSA, la capacité à animer Internet, la chaîne YouTube de En Marche, ils ont fait 700 000 vues. Nous, on en a 8 600 000. Le nombre de réunions publiques, M. Macron a dû faire à peu près 7 ou 8 réunions de spectacles de music-hall, comme vous l'avez vu, avec des millions et des millions, ça tombe pour faire du showbiz. Mais au total, ça fait 7 ou 8 réunions, avec peut-être 2000, 3000 personnes à chaque fois. Mais comparé à moi qui ai fait 480 réunions en 10 ans, les dernières d'ailleurs, j'ai des réunions à Lyon, j'avais 450 personnes, 250 personnes à Grenoble, 240 à Valence dans la Drôme, etc. Donc, selon tous ces critères,
normalement, je devrais avoir plus d'accès aux grands médias que M. Macron. La semaine dernière, selon le CSA, M. Macron a eu droit à lui seul à 79 heures de radio et de télévision dans la semaine, 37% du temps de parole. Et vous? Moi, vous savez combien j'ai eu droit au lieu de 79 heures? J'ai eu droit à 8 minutes. C'était sur quels médias, les 8 Tous minutes? les médias calculés dans le CSA. J'ai eu droit à une petite bribe sur je sais pas quoi, sur peut-être, je sais même pas d'ailleurs, peut-être ils ont peut-être comptabilisé un passage sur iTélé, très très peu. Ça veut dire que M. Macron a eu droit à 38,7% ou quelque chose comme ça, et moi j'ai eu droit à 0,07%. Là où c'est grave, c'est qu'il y a des martingales, des calculs qui ont été faits par les Américains depuis belle lurette qui montrent qu'il y avait une corrélation très forte entre le nombre d'heures passées dans les grands médias et le nombre de voix obtenues dans les urnes. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire que ce qui est grave, c'est que normalement, au moment d'une élection présidentielle, tout le monde devrait être mis à égalité. C'était d'ailleurs le cas, sauf que maintenant, avec la nouvelle loi Urvoas, l'égalité est réservée aux seuls 15 derniers jours. Ça veut dire que vous devriez participer au débat où il y a 5 candidats qui sont invités par TF1? Et pourquoi je n'y participerai pas? D'ailleurs, je vous signale au passage que si j'ai bien compris TF1, ils ont décidé d'inviter M. Mélenchon, alors que M. Mélenchon n'a pas ses parrainages, et ils ont décidé d'écarter Mme Artaud, M. Dupont-Aignan et moi, alors que nous les avons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si vous regardez la Constitution de la République, l'article 7 prévoit qu'il y a des candidats. Il n'y a pas des grands et des petits candidats. C'est pas comme au sport, vous n'avez pas la poule A et la poule B. En réalité, les médias agissent comme s'il y avait une espèce de handicap qui était donné, un handicap positif qui est donné aux champions. C'est-à-dire que c'est comme si, par exemple, aux 400 mètres aux Jeux Olympiques, eh bien, on donnait aux champions afro-américains, africains-américains, vous savez, qui sont en général ceux qui sont les plus rapides du monde, et comme si on leur donnait un avantage de 250 mètres par rapport aux autres, au motif qu'ils courent plus vite. C'est invraisemblable. Non, en réalité, le principe d'équité, vous savez ce que c'est le principe d'équité? Ça devrait être le contraire. Le principe d'équité devrait consister... L'égalité, c'est l'égalité. 2 égale 2. Le principe de l'équité devrait consister à donner plus à ceux qu'on n'entend jamais. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Et justement, comme on ne vous entend pas, moi j'ai quelques questions très rapides parce que je sais que vous êtes attendu après chez nos confrères de France 24. Je termine ce point qui est important, notamment pour les gens qui m'écoutent et qui veulent réfléchir. C'est quoi le commerce équitable? Le commerce équitable, c'est que l'on va donner plus d'argent aux producteurs de cacao ou de café en Côte d'Ivoire ou de quinoa en Bolivie que ce que normalement ils devraient avoir si on laissait fonctionner normalement les rapports Nord-Sud. On donne plus d'argent à ceux qui n'en ont pas beaucoup. C'est ça l'équité. Normalement, l'équité au moment des élections, devrait consister à donner plus de temps de parole aux gens nouveaux dont on ne connaît rien, alors que c'est interprété d'une façon différente, consiste à donner le maximum du temps de parole aux gens dont on connaît tout. Les Français, ils connaissent tout sur Mme Le Pen, ils connaissent tout sur le Républicain, tout sur le Parti. Et justement, comme on vous connaît moins, moi j'ai fait un petit tour sur Internet pour voir ce dont qu'on parle sur vous. Par exemple, il y a des termes qui reviennent, conspirationnistes, on parle parfois même de secte vis-à-vis de votre parti. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est l'occasion peut-être d'avoir un droit de réponse vis-à-vis de vos détracteurs. Alors, il s'agit de quelques officines très localisées qui ont décidé d'emblée d'essayer de salir mon image. Et ensuite, ça repasse en boucle. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, complotiste, conspirationniste. Aux gens qui disent ça, vous savez, les Français quand même commencent à être quand même un peu, comment dirais-je, vaccinés contre ce genre de choses, et les Français vont se renseigner par eux-mêmes. Pour beaucoup de Français d'ailleurs, ce genre d'incrimination, ça leur fait tendre l'oreille. Ah, ça doit être intéressant parce qu'il ne doit pas dire la même chose que tout le monde. J'ai eu le journaliste de Huffington Post qui m'a téléphoné hier, qui était mandaté pour me pourrir. Bon. Mandaté pour vous pourrir? Je suppose, puisque d'emblée, il ne m'a parlé que de ça. Bon, moi, je lui ai dit des choses, je ne pense pas qu'il les ait reprises dans son journal. Quand M. Richard Ferrand, le secrétaire général du mouvement En Marche de M. Macron, écrit un article qui a droit à la une du journal Le Monde, la une, où il explique que la Russie est en train de comploter en ce moment pour pourrir l'élection présidentielle française,
Et pour s'opposer à la candidature de Macron, il n'y a pas le début du commencement de la moindre preuve. Ça, c'est du complotisme. Excusez-moi, c'est du parfait conspirationnisme. Parce que parfois on dit que vous êtes anti-américain, pro-russe, qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous l'assumez? En anti-américain, nous avons 50 adhérents français qui vivent aux États-Unis depuis très longtemps et qui ont adhéré à l'UPR. Alors que du côté russe, on doit avoir seulement que 5 ou 6 adhérents en Russie. Voilà. J'ajoute qu'aux États-Unis, vous avez des gens comme Noam Chomsky, William Cohen, Paul Craig Roberts, de nombreux intellectuels qui disent des choses bien pires contre leurs dirigeants que moi. Moi, je ne suis pas anti-américain, je me bats contre les dirigeants actuels, ou plus exactement le complexe militaro-industriel, les néoconservateurs américains qui ont voulu mettre la main sur la France via l'Union européenne. Maintenant, vous me parlez aussi de la secte. Je voudrais revenir aussi sur ce que c'est que la secte. Moi, je conseille aux gens d'aller se renseigner sur ce que c'est qu'une secte. Ils vont à la MIVILUD, Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Bon, il y a la définition d'une secte. Une secte présente 3 particularités. Premièrement, c'est une association qui affaiblit le sens critique de ses adhérents. Manque de chance. À l'UPR, on affûte le sens critique des adhérents depuis 10 ans. Depuis 10 ans, je ne cesse que de donner à tous les gens qui viennent consulter l'UPR des éléments pour comprendre ce qui se passe, pour poser les bonnes questions, pour poser c'est quoi l'article 63 sur le fonctionnement qui autorise les délocalisations, c'est quoi l'article 38 et 39 sur l'agriculture, c'est quoi l'article 106 qui démolit nos services publics. Donc moi, à la différence de ce qui serait reproché à une secte, je passe mon temps à donner, pas seulement moi d'ailleurs, le maximum d'éléments pour aiguiser le sens critique des Français. Deuxième caractéristique d'une secte, à la tête, il y a un gourou qui exige une obéissance totale de la part de ses affidés. Moi, je ne suis que l'adhérent numéro 1 de l'UPR. Si demain, je disais que nous allons faire alliance avec M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan, Mme Le Pen, qu'en fait on est d'accord pour une autre Europe, j'aurais 95% des adhérents qui retourneraient leur carte. Parce que nous avons une charte fondatrice qui précise très exactement les objectifs du mouvement et que tous les adhérents suivent scrupuleusement et vérifient toujours que je la respecte scrupuleusement. C'est le contrat de confiance sur lequel nous nous sommes installés. Troisième caractéristique d'une secte, le gourou demande de l'argent à son profit. Excusez-moi du peu, non seulement je ne gagne pas un sou à l'UPR, mais en plus de ça, tout ceci m'a coûté beaucoup d'argent et même je me suis mis depuis plusieurs semaines en disponibilité pour convenance personnelle de la fonction publique, c'est-à-dire je ne gagne plus du tout un centime. Je vis actuellement sur les économies que j'ai pu faire depuis plusieurs années. Voilà la réalité. Maintenant, on va reprendre les mêmes critères, on va les appliquer aux autres. Est-ce que vous croyez vraiment que les Républicains, que M. Macron ou que le Parti Socialiste affûtent le sens critique de leurs adhérents? Pas du tout, c'est du blougi-blouga, c'est n'importe quoi. Jamais ils ne parlent un instant, personne à part moi ne donne aux Français ces éléments qui leur permettent de comprendre la situation. Ils leur disent du marketing, ils disent tout et n'importe quoi, ils affaiblissent, ils font du lavage de cerveau. Ils ne s'adressent pas à l'intelligence des Français, ils s'adressent tout simplement à de la marketing et du conditionnement publicitaire. Les deux derniers critères de la secte. Est-ce qu'ils exigent une obéissance à tout instant? Oui. Quand vous pensez que M. Hollande s'est fait élire en disant « mon adversaire, c'est la finance », et qu'ensuite, il nomme au ministère des Finances quelqu'un qui n'a jamais été élu par personne, qui est M. Macron, qui vient de la banque Rothschild, il se moque du monde. Et pourtant, il exige des électeurs socialistes qu'ils approuvent tout ce qu'il fait, tout et son contraire. Ça, c'est typiquement le comportement d'un gourou. Le dernier point, les gourous dans les sectes veulent de l'argent à titre personnel. Ben, regardez ce qui se passe dans les autres partis et voyez quel est leur désintéressement personnel. En d'autres termes, non seulement les critères de la secte ne s'appliquent pas à l'UPR, mais ils s'appliquent en revanche parfaitement bien à M. Macron, au Parti Socialiste ou aux Républicains. Et je défie quiconque de me prouver le contraire. Eh bien, le droit de réponse a été fait par rapport à ces critiques qu'on peut lire sur Internet. Alors, on va devoir arrêter cette interview parce que je sais que vous êtes attendu pour d'autres émissions. On aurait pu durer encore très très longtemps. On avait beaucoup de sujets à aborder. Vous n'aurez qu'à me réinviter si vous voulez. Ah bah, avec plaisir. Parce qu'il y avait beaucoup de questions. On s'excuse de ne pas avoir eu le temps de les prendre en direct, mais vous avez été très nombreux à suivre ce live. Il y a quasiment un commentaire par seconde, donc c'est assez impressionnant. Et puis on aura peut-être l'occasion de revenir une prochaine fois sur de très nombreux sujets qu'on n'a pas pu aborder dans ce direct. Ça sera très volontiers.
Eh bien, merci, monsieur Asselineau, de nous avoir accueillis pour Brut au sein de votre QG. Donc, vous êtes officiellement candidat à l'élection présidentielle, on le rappelle, parce que ce matin, vous avez officialisé le fait que vous avez 500 parrainages. Et 524 même pour l'instant, il y en aura d'autres qui vont arriver encore. Et d'autres qui vont arriver encore. Eh bien, merci de nous avoir accueillis. Merci à ceux qui nous ont suivis, commenté, partagé, critiqué ou posé vos questions. Bref, merci à vous d'avoir suivi ce live. Et on se retrouve très très vite sur Brut pour de nouveaux directs au cœur de cette élection présidentielle. On donne la parole à tous, toutes les sensibilités politiques. Ça se passe sur Brut et on se retrouve très vite. Bonne fin de journée à tous.